Bonjour et bienvenue dans cette rétro-conso de l'année 2022. Bref, ce qu'il fallait savoir, comprendre, voir, entendre et analyser de l'année qui vient de s'achever au moment où s'entame 2023, avec évidemment pour le retail de sacrés enjeux et de sacrées perspectives. Alors quelques mots de présentation pour ceux qui me découvriraient ou qui ne connaîtraient pas ce qu'Éditions Dauvert fait. Nous sommes une société d'édition spécialisée sur le commerce et la conso, avec des études sur le prix, sur la promo, sur le drive, avec une veille mensuelle qui s'appelle Vigie Grande Conso, ou encore toute une série d'ouvrages très métiers sur le commerce, sur la préférence, l'image prix, le pensée client par exemple. J'ai une activité digitale aussi avec le blog olivierdauvert.fr et puis mes fils réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter ou YouTube, avec un peu plus de 100 000 abonnés désormais. Et puis enfin, pour être tout à fait complet sur cette présentation, depuis quelques mois, j'ai intégré l'équipe de Julien Courbet sur RTL, où tous les matins, de 9h à 9h15, je parle consommation. Alors cette année 2022, que faut-il en retenir? Que c'était une année, encore une fois, qui était toujours plus, une année toujours plus chahutée, vous allez le voir, avec comme point commun aux années précédentes et probablement aux années suivantes, et c'est pour ça qu'il faut repartir de là, des attendus de marché qui sont très pesants sur la consommation. Le premier d'entre eux étant le fait que la conso n'est plus en expansion permanente. Nous sommes face à une stabilité de la consommation. Il n'y a pas de 2 à 3% de croissance naturelle comme il y avait il y a encore 15 ans. Désormais, c'est une espèce de flatitude à peine positive de la conso, puisque sur les 12 dernières années, quand on prend l'alimentaire, le non-alimentaire, les produits mais aussi les services, l'INSEE mesure une croissance moyenne de la conso de 0,4% seulement, autant vous dire que c'est quasiment calme plat. Le deuxième attendu de marché qu'il faut bien avoir en tête, c'est la bascule qui est à l'œuvre et quasiment jour après jour entre le offline et le online, c'est-à-dire avec toute une partie des achats des consommateurs qui désormais se font en ligne, c'est notamment le cas sur le non-alimentaire, au détriment du offline, en l'occurrence les magasins. Et puis enfin, troisième élément, troisième attendu de marché, c'est que dans ce contexte-là, les enseignes, les commerçants continuent à accroître les capacités commerciales puisqu'on continue à ouvrir des mètres carrés ou à élargir les horaires d'ouverture des magasins, notamment le dimanche matin où désormais quasiment 3 hypermarchés sur 4 sont ouverts. Bref, quand vous êtes confronté dans ce milieu du commerce à d'un côté la conso qui ne progresse plus ou plus beaucoup, de l'autre la bascule entre le offline et le online et enfin l'accroissement des capacités commerciales, il est facile d'en déduire que le commerce est confronté à une baisse des rendements commerciaux. C'est ce qui rend le commerce aussi chahuté et donc aussi agressif. Il y a une fragilité des modèles économiques, c'est une évidence, et donc il y a déjà des morts, et il y en aura probablement d'autres encore dans les années qui viennent. Par exemple, 2022 a vu la disparition, assez brutale d'ailleurs, de Camaïeu, c'était le 1er octobre dernier, 514 magasins qui, du jour au lendemain, baissent le rideau et de manière définitive. On a eu Pickwick Toys qui s'affiche être en quête d'un repreneur, ce qui est évidemment jamais le signe que les affaires vont très bien. On a même des magasins alimentaires qui sont aujourd'hui en difficulté. Regardez cet Intermarché, pourtant en proximité à Paris, c'est-à-dire dans un endroit où il devrait y avoir un marché peut-être même captif, eh bien ça ne suffit pas. Des magasins qui ferment, des enseignes qui disparaissent. On a eu ça en 2022 et de manière quasiment inéluctable parce que les attendus de marché seront les mêmes, on en aura aussi en 2023. Alors évidemment, quand les temps sont durs, il y a une agressivité commerciale absolument inouïe. Vous voyez, dans le textile par exemple, on est chez Kiabi ici, on était quasiment à mi-chemin entre les soldes d'été et les soldes d'hiver et on a déjà du déstockage avec la promesse de 50%. C'est pas spécifique au textile, on a ça sur l'ensemble du non-alimentaire. Vous voyez, ce jour-là, on est aussi en octobre, on a 50% sur les canapés chez Conforama. Dans les enseignes alimentaires, en l'occurrence les hypermarchés, puisque ici on est chez Auchan, on a aussi cette agressivité commerciale vraiment particulière et sur le non-alimentaire notamment, avec, vous voyez, ces serviettes de toilette qui, pour susciter de l'intérêt dans la tête du consommateur, doivent être vendues avec la perspective de faire une bonne affaire, puisqu'elles sont en une achetée, une offerte. Bon, évidemment, personne ne croit de manière sincère que le prix correspond, 10,90 € correspond au prix d'une serviette. Évidemment, tout est dans les deux serviettes, elles sont déjà dans le prix. Mais ça n'empêche que ça illustre bien l'idée que pour le consommateur aujourd'hui, et notamment sur le non-alimentaire, il faut absolument être dans l'agressivité commerciale, ne serait-ce que pour avoir son oreille.
Dans l'alimentaire aussi, me direz-vous, c'est pas totalement faux. D'ailleurs, quand on parle de guerre des prix ou de guerre de la promo, on est visiblement pas loin de la réalité, puisque même les enseignes, quand elles ont une bonne promo, voyez ici le cas d'Auchan, comment l'appelle-t-elle? Une méga bombe. C'est bien qu'on est dans la guerre des prix et dans la guerre de la promo. Alors on a vu revenir les grands coups symboliques. Par exemple, le champagne à moins de 10 €. C'était en 2022 chez Intermarché en l'occurrence, du champagne à moins de 10 €. On a vu se développer ce qu'on appelle les remises rayons. Vous voyez, ce jour-là, chez Leclerc, c'est 34%, non pas sur quelques références de pâtes, c'est 34% de remise sur toutes les marques, toutes les pâtes et même toutes les sauces. Donc, dit autrement, sur la totalité du rayon. Ce jour-là, chez Intermarché, c'était pas 34, mais c'était 50 parce que en matière de DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, il est possible d'aller plus loin que le 34% de maximum réglementaire de générosité. Et bien, ce jour-là, il y avait 50% sur la totalité du rayon shampoing. Vous voyez, quand je vous parle d'agressivité qui a encore progressé en 2022, c'est une réalité avec ce qu'on appelle donc ces fameuses remises rayons. On a aussi des initiatives que l'on n'attendait pas nécessairement chez certaines enseignes. Leclerc qui fait du 1 pour 1, en l'occurrence du 100 € dépensés, 100 € offerts, c'est bien la preuve que toutes les enseignes, quelles qu'elles soient, sont engagées dans cette guerre des prix, dans cette guerre de la promo, dans cette agressivité inédite, qui est la conséquence, encore une fois, je vous le redis, de ces attendus de marché qui sont extrêmement déstructurants aujourd'hui pour le commerce. Et puis évidemment, le symbole peut-être de cette agressivité en 2022, c'était en janvier 2022, Michel-Édouard Leclerc sur le plateau de BFM, qui annonce bloquer le prix de la baguette à 29 centimes avec le tollé qui s'en est suivi, que ça soit des concurrents, des boulangers ou des agriculteurs. Il n'empêche que Leclerc avait bien senti qu'il y avait dans l'opinion une inquiétude autour du pouvoir d'achat qui est allé crescendo. On en reparlera dans quelques instants. Cette baguette, on l'a vu tout au long de l'année dans les magasins Leclerc. Évidemment, une baguette à 29 centimes, ça tape, ça claque, et ça n'a pas laissé les concurrents sans réaction. Vous voyez, chez Aldi, il a suivi, il a mis lui aussi sa baguette à 29 centimes. Lidl a aussi suivi, il a mis lui aussi sa baguette à 29 centimes. Et Casino a voulu mettre tout le monde d'accord en la proposant à 20 centimes. Alors, il fallait pas en acheter qu'une, parce que ça ne marchait pas, il fallait en acheter 5 d'un coup. Mais voyez cette illustration, encore une fois, de cette concurrence permanente entre enseignes sur le sujet, évidemment, du prix. Le prix, c'est aussi un moyen de se comparer. Et les enseignes l'ont réutilisé à nouveau en 2022. On a vu le retour de la publicité comparative. Vous voyez ici, c'est Cora Houssen qui se gargarise d'être moins cher que Hyper U Colmar dans une proportion de 5,8%. Évidemment, les produits ont été choisis. Peu importe. L'idée, c'est de pouvoir s'afficher, de pouvoir s'affirmer comme étant tout simplement moins cher que son concurrent. Cora l'a aussi fait contre Leclerc. Alors là, c'est plus difficile de trouver un gros écart, mais quand on choisit les bons produits, vous le voyez ici, Cora, ce jour-là, a été capable de s'afficher 1% moins cher que Leclerc. Leclerc qui n'était pas en reste, vous voyez ici, on est à Auxerre, alors Leclerc, il s'empatouille un peu, puisque à gauche, vous voyez qu'il est 40,6% moins cher que Géant. À droite, vous lisez que Géant est 40% plus cher que Leclerc. Bon, l'aspect mathématique a un peu échappé visiblement à ce Leclerc, mais c'est juste pour illustrer le fait qu'on est dans l'agressivité commerciale, et comme Géant se faisait rentrer dedans, pardonnez-moi l'expression, par Leclerc, eh bien, Géant lui a répondu, et donc s'est mis lui aussi à faire des prix comparatifs, vous voyez, des chariots comparateurs avec Géant qui, sur cet exemple-là, est capable de s'afficher comme étant moins cher que Leclerc. Alors me direz-vous, pourquoi les enseignes se tapent à ce point-là dessus sur le critère du prix? Dit autrement, pourquoi tant de haine? Pourquoi cette guerre? C'est tout simplement parce que ça marche. Et pour vous l'illustrer, je vais repartir d'un exemple de l'année 2022. Alors évidemment, il est symbolique et peut-être même anecdotique parce que c'était très périmétré dans le temps. Mais rappelez-vous, en septembre, début septembre, Total qui baisse d'un coup, c'est le prix de ses carburants et qui, grâce à ça, devient moins cher que beaucoup d'hypermarchés. Que s'est-il passé? Des consommateurs qui avaient oublié Total depuis des années pour faire leur plein, qui, d'un seul coup, retrouvent le chemin de Total. Pourquoi? Parce que le prix bas, ça marche. C'est ça l'illustration, c'est ça l'enseignement de cet épisode-là, c'est que dès lors qu'on est agressif en prix, on a l'oreille du consommateur, on a son écoute et donc effectivement, on fait du commerce. Alors ce que je vous ai montré avec l'illustration totale,
peut se démontrer. Et c'est la différence. Parce que quand vous démontrez quelque chose, vous donnez évidemment encore plus de foi et de force à ce que vous dites. Prenez ici cette matrice que je vous propose. Vous avez d'un côté, pour les 3 circuits que sont les hypermarchés, les supermarchés et le discount, vous avez d'un côté le rendement, c'est-à-dire en gros combien d'euros par mètre carré et par an, c'est ni plus ni moins que la performance des enseignes, et puis de l'autre côté, vous allez avoir l'image prix. Et donc, si vous voyez une corrélation dans les chiffres qui vont apparaître dans quelques instants, si vous voyez une corrélation entre le rendement, c'est-à-dire la performance, et l'image prix, c'est qu'a priori, oui, le prix bas, ça marche. Eh bien, regardez ce qui se passe et concentrez-vous par exemple sur le cas des hypermarchés qui sont à gauche. Ben, voyez que clairement, toutes les enseignes sont distribuées, sont réparties de manière quasiment logique. Ça veut dire que Leclerc, si on prend en haut à droite, c'est l'enseigne qui est à la fois la moins chère et qui a les meilleures performances. L'inverse étant pour Géant et pour Casino, pour Géant et pour Cora, qui sont en bas et à gauche. Bref, vous voyez que le prix, ça marche, et c'est ça l'explication à l'agressivité qu'il y a entre les enseignes, parce que c'est quelque chose qui appâte véritablement le client. Et ça marche aussi, ce que je vous dis, ça marche aussi dans l'autre sens. Et on a eu un exemple incroyable cette année avec le lancement du thé du rappeur Gims qui avait créé sa boisson au thé qui s'appelle Yali. C'était vendu à l'origine 6 € la boîte de 6 chez Carrefour en exclusivité avec un grand lancement, des palettes au sol partout dans les entrées des hypermarchés. Et puis après, bon, le prix est déjà descendu une première fois à 4,65 €. Et puis même à 4,65 €, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que c'était encore 2 fois plus cher, j'ai bien dit 2 fois plus cher que le prix de la marque leader, en l'occurrence Lipton Ice Tea. Et donc, c'est l'illustration, encore une fois, que quand un produit est trop cher, il ne marche pas. Et c'est aussi fort comme démonstration que dans l'autre sens, où quand on baisse les prix, ça marche. Vous voyez, oui, le prix est le moteur du commerce. Et 2022, là encore une fois, démontré. L'année 2022, l'année toujours plus, cette fois-ci sur la vitesse. Oui, c'est une année où tout est allé plus vite. Vous me direz ou pas, parce que vous allez voir, j'ai aussi le contre-exemple. Alors évidemment, il y a les cas assez caricaturaux, mais chaque année, c'est quand même incroyable de voir à quel point toutes ces opérations démarrent de plus en plus tôt. Regardez cette image-là. Je suis dans un Auchan, je suis fin juin, et l'hypermarché est à 2 doigts de s'excuser de ne pas avoir encore mis en place l'opération rentrée des classes, puisqu'il annonce retrouver l'opération rentrée des classes dès le mardi 5 juillet. C'est vrai qu'honnêtement, ça ne pouvait pas attendre. Vous voyez, ça va aussi toujours plus vite sur le moment où il faut présenter ces opérations. Ça va aussi toujours plus vite dans les services que l'on rend. Ça fait partie des images assez marquantes de cette année. C'est le développement de la livraison de produits à base de CBD. Alors en 1 heure, oui, parce que ça ne peut pas attendre. Tellement on est toujours tous pressés, tellement la vitesse est devenue une composante majeure du commerce. Alors ça, on le connaissait. Rappelez-vous, c'était le fameux quick commerce, avec notamment des gens comme Cajou. Le quick commerce qui avait émergé très rapidement en 2021, mais qui en 2022 est aussi en train de se recomposer tout aussi rapidement. On n'avait jamais vu un secteur d'activité émerger aussi fort et se concentrer de manière aussi rapide. On a eu par exemple, et c'est l'illustration que vous avez sous les yeux, on a eu par exemple Cajou qui s'est fait avaler par Flink. Et juste pour vous remettre en tête ce qui s'est passé sur à peu près 1 an, il y a 1 an de cela, vous voyez toutes les enseignes de quick commerce que vous aviez, notamment à Paris. Elles étaient 10 et encore, elles ne sont pas absolument toutes là. 1 an plus tard, on en est là, et encore, Getir et Gorillaz sont en train de fusionner, et Gorillaz et Frishti ne font en réalité plus qu'un. Vous voyez, on est en train de découvrir la vitesse pour voir un nouveau format de vente arriver, mais la vitesse aussi pour voir peut-être un nouveau format de vente diminuer, ou en tous les cas, le nombre d'acteurs a diminué, lui, à vitesse grand V. Alors, la qualité du service aussi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le quick commerce, quand il est arrivé, il y a maintenant 18 mois de ça, rappelez-vous, la promesse était de pouvoir se faire livrer en 10 minutes chrono. D'ailleurs, c'est l'image que vous avez là, c'est Flink qui dit « toutes vos courses livrées en 10 minutes ». 1 an plus tard, la même enseigne, Flink, quand elle prend la parole, elle ne promet plus 10 minutes, elle promet, regardez bien, vos courses livrées en quelques minutes. Ben oui, parce que livrer en 10 minutes, ça suppose de mobiliser des capacités, notamment de préparation et de livraison telles, que c'est difficile, voire même impossible, de trouver un modèle économique. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que le quick commerce est en train de revenir
plus bas que là où il avait positionné historiquement son niveau de service, c'était 10 minutes et c'est désormais plus que quelques minutes. Quelques minutes, évidemment, voulant dire bien plus que 10. Quand vous faites l'essai aujourd'hui sur ces enseignes quick commerce, on vous demande en général entre 20, 30, parfois plus de 40 minutes. Donc on est très loin de la promesse initiale. Autre caractéristique de cette année, l'année toujours plus d'inflation. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui est assez nouveau. On n'était pas habitué depuis une trentaine d'années, donc autant vous dire que personne de ceux qui sont aux manettes du commerce et de la conso, que ce soit chez les distributeurs ou chez les industriels, personne n'a dans sa mémoire la manière dont il faut gérer l'inflation dans la proportion dans laquelle on l'a connue. Alors l'inflation, on a fini l'année sur l'ensemble de l'alimentaire à peu près 10%. Là, c'est du Nielsen. IRI propose à peu près les mêmes chiffres, ce qui est rassurant d'ailleurs sur leur fiabilité respective. L'inflation alimentaire, tout produit confondu, est donc de 10%. Si on se focalise, et c'est ce que nous faisons chez Éditions Dauvert avec A3 Distrib toutes les semaines, si on se focalise sur les produits majeurs, c'est-à-dire sur les produits sur lesquels il y a le plus d'yeux qui se posent chaque semaine. Parce que quand vous achetez du Nutella, vous en achetez en général plus et plus souvent que quand vous achetez du Tabasco. Donc l'évolution du prix du Nutella va forger davantage l'opinion et la perception de l'inflation dans l'opinion que l'inflation éventuelle qu'il pourrait y avoir sur le prix du Tabasco. Et donc, quand nous regardons ces 150 produits majeurs, eh bien l'inflation sur l'année a dépassé 15%. Là aussi, c'est absolument inédit. Alors, quelques exemples pour l'illustrer, parce que au-delà des chiffres qui sont des moyennes, vous voyez, là, vous avez sous les yeux quelques produits majeurs du rayon café. Le café Maxwell, il a fait 35%, plus 35%. Le Nescafé à l'autre bout, qui est celui qui en apparence progresse le moins, l'inflation sur le Nescafé, qui n'est pas un produit mineur dans les assortiments, eh bien l'inflation sur le Nescafé a atteint 14%. C'est absolument inédit dans l'histoire contemporaine du commerce et de la conso. Cela dit, il faut aussi peut-être relativiser, parce que cette inflation, elle arrive après des années et des années de déflation et finalement d'une forme de mesure qu'il y avait sur les prix alimentaires. Je me suis amusé, au travers de l'exemple d'un des produits stars des rayons, le camembert président, à remonter dans le temps, et dans le temps très très long, vous allez le voir, l'inflation. Vous avez à droite le prix du camembert président aujourd'hui, 1,81 €, c'est son prix moyen France, source A3 Distrib. C'est 15% de plus qu'il y a un an. Donc c'est un produit qui a évolué exactement dans la moyenne. Mais si je me replace au niveau où il était en 2000, vous voyez qu'en 2000, il était très exactement à 1,52 €. Ça veut dire que de 2000 à 2020, le prix du camembert président n'avait quasiment pas progressé, alors que l'inflation générale avait progressé, les salaires avaient progressé. Et donc, quand on ramène le prix du camembert président aujourd'hui à ce qu'il était il y a plus de 20 ans, et qu'on l'exprime non pas en euros, mais en temps de travail, et qu'on prenne comme base le SMIC, eh bien, vous voyez que désormais, il faut travailler 12 minutes pour se payer un camembert président, alors qu'il y a 20 ans, il fallait travailler 14 minutes. Ce qui veut dire que, et j'assume le goût de la provocation qu'il y a évidemment derrière cette image-là, ça veut dire en clair que ramener au temps de travail un camembert président aujourd'hui vaut moins cher qu'il ne le valait il y a plus de 20 ans. Vous voyez, c'est la fameuse relativité de l'inflation. Alors cela dit, l'inflation, elle est là dans la perception et elle a commencé à devenir prégnante dans le débat public et dans la tête même des consommateurs au mois d'avril-mai. Et à ce moment-là, vous voyez, je vous ai ressorti cette coupure de presse. C'est le Parisien qui consacre une double page. C'était au tout début de ce mouvement qui fait que désormais, quasiment, les médias parlent tous les jours de l'inflation. Mais à ce moment-là, c'était encore rare. Et donc, le Parisien consacre la double page que vous avez sous les yeux. Et vous avez une interview, si vous regardez bien à droite, de Dominique Schelcher, le patron d'EU, et qui, dans une forme de prédiction, dit « l'inflation pourrait atteindre 10%. Ce qui est absolument intéressant là-dedans, c'est qu'en mai, en réalité, on n'osait même pas imaginer que l'inflation puisse atteindre 10%. C'était une espèce de perspective que Dominique Schelcher a vue probablement avant les autres, mais c'était en soi tellement incroyable de l'imaginer que ça justifiait d'en faire le titre de l'interview. Et puis on se rend compte que finalement, quelques mois plus tard, c'est beaucoup plus que 10%. Et donc en réalité, ce qui était la prévision de l'inflation au début de cette séquence-là, c'est-à-dire au printemps 2022, a été totalement débordé par la réalité de l'inflation quelques mois plus tard. Alors les enseignes ont été obligées de réagir et tout ont réagi dans la même direction, laissé à penser que l'inflation s'arrêtait à la porte des magasins. Leclerc, le premier,
c'est assez souvent le cas dès qu'il s'agit de sentir une crainte sociétale sur le pouvoir d'achat. Leclerc, le premier, a mis en place ce qu'il a appelé son bouclier anti-inflation, l'idée étant de montrer aux consommateurs que il n'y avait pas d'inflation en tous les cas sur certains produits et on est dans une stratégie classique d'image-prix. Le but étant, je vous le répète et je le reformule ainsi, de laisser à penser aux consommateurs que l'inflation s'arrêtait à la porte des magasins. Leclerc n'a pas été le seul, Carrefour a suivi avec son défi anti-inflation et des prix bloqués. Des prix bloqués, il y en a eu à peu près partout, là on est chez Casino. Bref, tout le monde a voulu y aller de ses engagements, parfois d'ailleurs en se demandant si c'était très très bien utile de le faire ainsi, mais quand Carrefour s'engage à bloquer le prix sur les bougies anniversaires, bon, je suis pas vraiment persuadé que les bougies anniversaires soient le produit sur lequel la sensibilité au prix soit la plus forte qui soit. Mais peu importe, ça illustre cette idée qu'il fallait absolument donner à penser que les enseignes se battaient, mais comme des chiens, contre l'inflation. Alors on a vu aussi le retour des premiers prix dans les rayons, qui étaient en général cachés au premier niveau en bas parce qu'on ne voulait pas les vendre. Eh bien désormais, vous le voyez ici chez Carrefour, ils sont à l'entrée des magasins et ils sont starifiés, sont théâtralisés, ils sont mis en avance. On a vu aussi le retour des chariots comparatifs. L'idée étant de dire aux consommateurs, ok, ça augmente, mais vous avez le choix, tout en restant chez moi, vous avez le choix malgré tout de changer de niveau de gamme, puisque les produits premier prix coûtent moins cher que les MDD, qui coûtent elles-mêmes moins cher que les marques nationales. C'est le but de ces chariots comparateurs. Alors, les marques de distributeurs, d'ailleurs, sont devenues les meilleurs ennemis des marques, puisque les marques étaient utilisées. Regardez cette publicité d'Aldi. Aldi dit, vous avez le choix sur les boissons à base de fruits, vous avez la grande marque, et présentée comme telle, Oasis, 1,99 €, ou vous avez la marque Aldi, 1,27 €, qui est 36% moins cher. Et donc là, vous le voyez bien, les marques nationales devenaient le faire-valoir des enseignes et des marques de distributeurs. Aldi n'a pas été le seul, Lidl a fait exactement pareil avec cette campagne qui était très agressive contre la Berry. C'était au moment de Noël, il y a quelques jours, quelques semaines. Lidl qui dit, pour 26,99 €, vous avez le choix. Vous avez soit une entrée, en l'occurrence un bloc de foie gras la Berry, où vous avez bien plus, et Lidl de montrer à la fois du foie gras, du saumon, différents produits pour montrer qu'avec sa marque propre, en réalité, on donnait plus de valeur aux euros que le consommateur venait dépenser. Pourquoi fallait-il faire ça? Tout simplement parce que quand le client a peur, et c'est ce qui est le cas sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui les Français ont peur pour leur pouvoir d'achat, eh bien ils se réfugient. On va vers les enseignes les moins chères. C'est valable en alimentaire avec le succès annoncé de Lidl et de Leclerc par exemple, mais c'est aussi valable en non alimentaire. Que le discounter Action soit sur le podium des enseignes préférées des Français, comme le titre ce jour-là Les Échos, c'est juste normal. Il suffit d'aller chez Action pour s'en rendre compte. Quand vous êtes chez Action, et j'ai pris cet exemple parmi tant d'autres, quand vous voyez 4 marqueurs pour 59 centimes, ça veut dire quoi derrière? Eh bien, ça veut dire que Action, en réalité, donne à penser aux consommateurs qu'ils sont plus riches que ce qu'ils croient. Parce qu'en gros, avec des prix aussi bas, vous donnez l'impression au consommateur, vous lui donnez le sentiment d'être beaucoup plus riche que ce qu'il est. Et donc, c'est toutes les vertus du discount, notamment lorsque les temps sociaux sont compliqués. Et on revient sur cette vertu sociale du discount que certains contestent, mais qui, encore une fois, est avérée année après année. Et pour le coup, 2022 n'y aura donc pas échappé. 2022 toujours, avec une année où il y a eu toujours plus de conflits entre les marques et les distributeurs. Alors évidemment, là où il y en a eu le plus, c'est Intermarché, probablement normal, quand on est né avec une épée à la main, puisque Intermarché, je vous le rappelle, ce sont les mousquetaires, on a peut-être envie plus de ferrailler que la moyenne. Et bien alors pour le coup, cette année, Intermarché n'a pas arrêté de ferrailler. On a eu un conflit sur le café avec leur grand-mère Senseo, on a eu un conflit sur les confitures et les jus de fruits avec Andros, vous le voyez à gauche, où en gros Intermarché dit que les produits Andros ne seront pas présents dans le magasin. On a eu un conflit toujours avec Intermarché, mais cette fois-ci avec Danone Eau, donc Volvic, Evian, Badois, bref, des marques qui sont pourtant importantes dans les rayons. Et puis, on a même eu le fait de transférer la responsabilité du conflit à l'autre. Vous le voyez, là, c'est Intermarché qui, en magasin, prend la parole et qui dit « Le groupe Danone a décidé de ne plus nous livrer ces eaux car nous refusons leur augmentation de prix. En gros, c'est ambiance, cours de récréation, c'est pas moi, c'est l'autre. » Tout le monde le fait. Dans le cas présent, puisque Intermarché est allié avec Casino et Monoprix à l'achat, eh bien le problème qu'il y avait entre Danone Eau et Intermarché était en réalité un problème plus général, puisqu'on a même vu ça chez Monoprix. Imaginez Monoprix qui explique à quel point il se bat pour le pouvoir d'achat de ses consommateurs, puisqu'il est allé lui aussi ferrailler contre Danone.
L'année 2022 a été particulière avec une année où il y a eu toujours plus que ce que l'on pensait de pénurie. Alors, la pénurie de manière très symbolique, anecdotique, en ce moment, c'est la pénurie avec un Z à la fin, la pénurie, tout simplement parce qu'il y a eu des menaces sur le niveau de production en Asie de la prochaine récolte, et automatiquement, 2-3 papiers dans la presse, quelques sujets dans les JT, et tous les consommateurs se sont rués pour vider les rayons riz. C'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Parce que certains consommateurs croient que la pénurie va arriver, ils achètent un peu plus que d'habitude. Il suffit de prendre un paquet en plus que ce qu'on avait prévu, mais que chacun le fasse. Mécaniquement, ça commence à vider les rayons. Ceux qui n'y croyaient pas trop constatent à leur tour que les rayons sont en train de se vider. Et donc, ils participent à la pénurie en prenant eux aussi un paquet de plus que ce qu'ils avaient prévu. Et ceux qui n'y croyaient pas du tout, parce que c'était encore de la foutaise, se rendent bien compte que finalement, si la pénurie est là, et donc eux, ils prennent les derniers paquets. Ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Sur les pénuries cette année, ça a été absolument fascinant. Il y a eu le riz, mais il y a eu aussi l'huile de tournesol. Non pas qu'on n'ait pas manqué d'huile de tournesol, parce qu'on a manqué objectivement d'huile de tournesol. La faute à la guerre en Ukraine, puisque l'Ukraine est un gros pays producteur de tournesol, mais néanmoins, la vitesse à laquelle la pénurie est arrivée est directement proportionnelle au comportement du consommateur. Au point qu'il a fallu limiter les achats. Alors au début, on les limitait, vous le voyez ici, à 5 bouteilles par jour. Ensuite, ça a été 3. Comme dans le cas de cet Intermarché. Et puis après, ça a été 1. Ça tombe bien, il n'en restait plus. Mais donc tout ça pour vous dire qu'il a fallu tenter de canaliser le comportement du consommateur. Au point que quand l'huile est revenue, alors là, c'était un événement commercial. Cette image, elle est frappante parce que, imaginez, il y a même encore un an de ça, que l'arrivage d'huile de tournesol pouvait être un sujet majeur pour un magasin, au point de le mettre à l'entrée, vous le voyez ici, pour dire attention, oyez, oyez, braves gens, il y aura de l'huile de tournesol jeudi 26 mai, ouverture à partir de 10h, c'est dire qu'il s'était quand même passé quelque chose de dingue. On a découvert que l'abondance dans laquelle on était pouvait d'un coup, de manière plus ou moins rationnelle, devenir la pénurie et donc faire en sorte que des produits banaux devenaient quasiment de l'or et devenaient susceptibles d'être annoncés comme vous le voyez ici. Alors après, il a fallu se justifier du niveau de prix auquel on vendait l'huile de tournesol. Parce que la fameuse huile qui est revenue, elle est revenue beaucoup plus chère. Parce qu'évidemment, ceux qui avaient des stocks d'huile à ce moment-là sont devenus les rois du pétrole et ils les ont vendus aux distributeurs au prix fort. Et donc Leclerc, dans cet exemple, qui avait peur d'être taxé, d'être un profiteur de crise, a eu besoin de se justifier et d'expliquer qu'il l'a acheté 3,30 € et c'est pour ça qu'au final, il la vend 3,48 € tout simplement parce que lui-même, il l'a payé beaucoup plus cher. Alors la conséquence, c'est que tout le monde a acheté à peu près n'importe quoi comme huile de tournesol qui pouvait se trouver encore en Europe et qu'on a vu des espèces de camailleux de rayons avec des huiles dont on n'avait évidemment jamais entendu parler, vendues quasiment, vous me pardonnerez l'expression, mais le prix de la cocaïne, presque 4 € pour une bouteille d'huile de tournesol anonyme, lambda, ordinaire, que personne ne connaît, c'est hors de prix et c'est aussi pourquoi ça n'a pas bien marché et aujourd'hui encore, beaucoup de magasins sont totalement tankés, stockés avec de l'huile de tournesol à ne plus savoir quoi en faire. Au point que par moment, on est en train de la fourguer pour la collecte des Restos du Cœur. Achetez l'huile de tournesol, vous ferez une bonne œuvre pour le Resto du Cœur, non surtout vous ferez une bonne œuvre pour vider les stocks de ce magasin. Alors il n'y a pas eu que l'huile de tournesol, on a eu évidemment la moutarde qui a été rupturiste et qui est toujours en difficulté au point qu'il a fallu par moment le traiter quasiment comme un produit de luxe. Vous le voyez ici dans ce Super U, votre pot de moutarde de Dijon est disponible en caisse, c'est-à-dire on n'allait pas le laisser en rayon, il fallait le demander à la caissière quand on passait. Un peu, rappelez-vous, comme en 2020, quand les premiers masques sont arrivés, où il fallait, pour éviter les émeutes, il fallait le demander en caisse. Alors après, pas de bol, on a eu les fortes chaleurs cet été et qui ont créé encore des pénuries, vous le voyez ici, puisque là, c'est lié aux fortes chaleurs, l'entrepôt a disjoncté, je vous la fais courte, mais c'est ça, et donc on n'a pas pu être livré. Après, on a eu les ruptures de carburant, c'était à l'automne dernier, et puis on a eu bien pire, parce que finalement, ce que je vous raconte là était finalement très peu. On a eu en Bretagne la pénurie de galettes qui menace. Donc autant vous dire que ce mot pénurie, qui était totalement absent du dictionnaire il y a encore 2 ou 3 ans de cela, connu par les aînés qui avaient connu d'objectifs pénurie, notamment au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour les très très aînés, ou à d'autres moments un peu charnières, eh bien désormais, oui, la pénurie est devenue quasiment un mot courant dans le vocabulaire. 2022, année toujours plus avec cette nouvelle façon de vendre qui est en train de se développer à grande échelle, que sont les abonnements. Alors, les abonnements, je ne fais pas de dessin, mais c'est le fait d'être abonné pour avoir droit à un service. Vous le connaissez bien, beaucoup de gens sont abonnés à Netflix. On a vu les abonnements arriver il y a maintenant 18 mois, 2 ans,
dans la grande conso, par exemple Carrefour, on a vu Casino un peu avant, on a Monoprix ici qui avait lancé un abonnement où, moyennant 10 € par mois, vous avez le droit à 10% de remise en permanence. On a eu cette année une nouvelle façon de présenter l'abonnement qui a même utilisé un nouveau mot qui s'appelle la location. Je suis chez Kiabi ce jour-là et donc Kiabi me propose en fait de me louer n'importe lequel des vêtements qui est dans le magasin moyennant un engagement. Et c'est là où ça devient un abonnement puisque si je donne 20 € par mois, je vais pouvoir emprunter par exemple, comme à la bibliothèque, c'est la même idée, je vais pouvoir emprunter 4 vêtements. Si je donne 30 € par mois, je vais pouvoir emprunter 5 vêtements, etc., etc. Et donc, en fait, je m'abonne en assurant un versement régulier à l'enseigne, moyennant quoi, je viens me servir dans son offre. Vraiment, la métaphore à faire ou le parallèle à faire, c'est la bibliothèque municipale où vous allez louer vos livres. Vous prenez, vous rapportez, et donc c'est une nouvelle façon de vendre. Kiabi n'est pas le seul. On a eu Decathlon aussi qui l'a testé en Belgique. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez 3 types d'abonnements. L'abonnement small qui est à 20 € par mois, qui vous donne le droit d'emprunter l'équivalent de 400 € de matériel en même temps dans le magasin. Et si vous voulez en réemprunter, il faut commencer par rendre le précédent. Encore une fois, de la même manière qu'à la bibliothèque, si vous voulez emprunter un 5e livre alors que c'est limité à 4, vous devez rapporter l'un des livres que vous aviez déjà tout simplement. Et donc c'est le développement de cette nouvelle façon de vendre, les abonnements qui ont comme vertu en plus d'être dans une forme de rétention du consommateur parce que lorsque vous avez commencé à payer un abonnement, vous êtes évidemment incité à fréquenter d'abord l'enseigne dans laquelle vous avez un abonnement. On a même eu cette année, alors totalement hors norme peut-être, mais malgré tout, c'est une réalité, c'est pas un poisson d'avril. Del Arte, la filiale restauration italienne de Leduf, qui a lancé, qui est en train de tester, pour être tout à fait précis, un abonnement à 30 € par mois, et vous pouvez aller manger tous les jours une pizza si vous le souhaitez. Alors évidemment, le consommateur qui ira tous les jours manger une pizza chez Del Arte, il ne sera pas nécessairement rentable pour l'enseigne, mais néanmoins, vous le voyez, cette nouvelle façon de vendre s'est développée de manière encore plus singulière en 2022. Je vous ai dit, on est toujours plus sur bien des sujets, mais finalement, il y a un sujet sur lequel c'est l'année toujours moins de bras, et les difficultés qu'ont les enseignes aujourd'hui, comme tous les secteurs économiques, mais notamment les enseignes, tout simplement à recruter. Je suis ce jour-là au Leclerc de Fécamp, Saint-Léonard, et la première chose que l'on me dit en arrivant dans le magasin, c'est « nous recrutons ». Vous voyez, il n'y a aucun montage derrière la photo que j'ai faite ce jour-là, c'est je suis à l'entrée du magasin et en gros c'est « venez travailler pour nous », tout simplement parce qu'on manque de bras. Regardez cet autre magasin, « nous recrutons », c'est le premier message, comme si finalement désormais la communication RH, ressources humaines, devenait plus important que la communication commerciale. Vous voyez, dans ce magasin-là, pour le coup, désormais, à l'entrée du magasin, vous avez à la fois les offres promo du week-end et les offres d'emploi. Tout ça pour dire que l'un ne va pas sans l'autre parce qu'effectivement, le jour où il n'y a plus de bras, il n'y a plus de magasins ouverts. Regardez Lidl qui utilise la façade des magasins pour dire « nous recrutons ». La Fnac, par exemple, recrute aussi alors qu'on a souvent dit que c'était les métiers alimentaires parce que des métiers difficiles. Non, non, le non-alimentaire aussi a des difficultés à recruter. Tout le monde a des difficultés à recruter, donc tout le monde cherche la bonne idée pour recruter. En voici quelques-unes. Ce Super U à Vertou, on est près de Nantes, qui promet évidemment une bonne rémunération et une super ambiance en parlant d'une famille. Donc vous voyez, il faut aujourd'hui séduire tout autant les collaborateurs que les clients. Parfois même, c'est plus difficile de séduire les collaborateurs que les clients. Lidl qui met en avant tel un catalogue à la Prévert. Alors on peut discuter de la manière dont c'est présenté. Je ne suis pas sûr que tout soit bien lisible, mais pourquoi les salariés Lidl sont contents? Et on a toute la liste de pourquoi ils sont contents. Parce qu'il y a une réunion d'équipe mensuelle, parce qu'il y a un 13e mois, parce qu'il y a une prime d'ancienneté, parce qu'on fait 9 heures par jour maximum, parce que. Bref, tous les arguments sont reproduits. On a Carrefour qui, là, à l'entrée d'un magasin, je suis ce jour-là à Bordeaux, qui met exactement tous les postes qui sont à pourvoir et les salaires en face. Vous voyez, si je suis équipier de vente épicerie, c'est un CDD à 35 heures par semaine et je vais être payé 1 729 € brut par mois, très précisément. Ça veut dire que désormais, il faut absolument tout mettre sur la table pour recruter. Parce que si on n'y arrive pas, eh bien, il y a ce genre d'image qui était totalement inimaginable il y a encore quelques années et que désormais on commence à voir. Et c'est terrible. Regardez bien, je suis dans un Super U en Alsace. Par manque de personnel, le rayon poissonnerie est fermé. Tout simplement, s'il n'y a pas de bras,
on ne peut pas vendre, et donc au final, il n'y aura pas de clients. Donc c'est une façon de dire quelque part que peut-être que les bras sont plus importants encore que les portefeuilles des clients, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, pour terminer cette rétro-conso, le pari de l'année. Quelque chose qu'on n'avait honnêtement jamais vu dans la grande conso. Le pari a été pris par le plus joueur des commerçants. C'est pas un trait d'humour, mais vous imaginez que le plus joueur des commerçants, par principe, c'est Casino. Je vous laisse, voilà, Casino, jeu, et parce que de fait, c'est lui qui a objectivement pris un pari incroyable. Alors, j'écarte tout de suite, le pari n'est pas d'avoir condamné l'enseigne Géant, puisqu'elle va disparaître, elle est désormais remplacée par l'enseigne Casino Hyperfrais. Non, ça, c'est une initiative qui est intéressante, mais c'est pas à proprement parler, un extraordinaire pari. Non, le pari, c'est de transposer la politique commerciale que l'on voit habituellement dans le non-alimentaire à l'alimentaire. La politique commerciale qu'on voit dans le non-alimentaire, j'en ai parlé pour démarrer cette rétro-conso de l'année, c'est tout simplement de partir d'un prix qui est plutôt majoré pour ensuite appliquer de la remise et non pas vendre un prix au consommateur, mais vendre une générosité. Là, ce que l'on espère que le consommateur voit dans cette affiche-là et dans cette offre-là, c'est qu'il y a aujourd'hui une serviette achetée, une serviette offerte. Vous voyez que le message subliminal, en réalité, c'est pas le prix. C'est le fait que c'est aujourd'hui qu'il y a une bonne affaire à faire. Et ça, c'est vraiment une particularité du non-alimentaire en général. Le moins 50 sur le textile qu'on voit désormais quasiment toute l'année. Le moins 50 sur les canapés que je vous ai montré aussi. Bref, cette politique commerciale du non-alimentaire, Casino est en train de prendre le pari de la transposer à l'alimentaire. Et je vais vous décortiquer comment Casino s'y prend. Parce que c'est honnêtement du jamais vu. Le point de départ, évidemment, parce qu'il n'y a pas de mystère, si vous voulez appliquer de la générosité pour que le client se dise qu'il y a une bonne affaire, il faut que le prix de départ soit majoré. Donc, évidemment, les prix Casino aujourd'hui, en magasin, que ce soit dans les hypermarchés ou dans les supermarchés, sont plus hauts que ce qu'ils sont dans les autres enseignes, et parfois même nettement plus hauts. Point de départ, le tarifaire est majoré. Mais, parce que tout est dans le mais, c'est-à-dire ce que je mets en face de ce tarifaire-là, Casino veut mettre en place, et vous allez le voir, met en place une générosité totalement hors norme, jamais vue avant, et ça crée ce que j'appelle un brouillard des prix, le but étant que le consommateur ne voit plus la réalité du prix, mais achète le niveau de générosité qu'on lui a mis en se disant « je récupère tellement par la générosité de l'enseigne que forcément, ça vaut le coup ». Alors, comment Casino applique cette générosité? D'abord, premièrement, il y a un droit à remise permanent, avec l'abonnement Casino Max, qui permet d'avoir 10% de remise immédiate sur tout le magasin, parfois même, à certains moments, 15%, parfois même, à quelques moments encore plus précis, jusqu'à 20%. Mais vous voyez que mécaniquement, du 28 novembre au 1er décembre, je faisais baisser le prix de mon panier de 20% avec l'abonnement Casino Max. Évidemment, il faut être abonné. Vous me direz, s'abonner, ça coûte. Ben, ça coûte beaucoup moins qu'avant, ce qui est bien la preuve que ce n'est pas le montant de l'abonnement qui finance la générosité. Historiquement, quand Casino a lancé l'abonnement, ça a été d'ailleurs le premier à le faire, ça coûtait 10 € par mois pour avoir 10% de remise. Désormais, regardez à droite, si vous êtes un senior, ça va vous coûter 1,67 € par mois. Si vous êtes un étudiant, ça va vous coûter 2,50 €. Et si vous êtes ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire si vous êtes moi, ça va vous coûter 3,75 € par mois. Ça veut dire en clair que en payant à Casino 3,75 € par mois, vous obtenez à minima 10% de remise sur tout votre panier, parfois 15%, parfois 20%. C'est bien la preuve que ce n'est pas le montant de l'abonnement qui finance cette générosité, c'est bien un niveau de tarifaire qui est au-dessus de la moyenne et qui permet finalement d'apporter cette générosité. Premier élément, ce droit à remise permanent avec l'abonnement. D'ailleurs, à certaines périodes de l'année, l'abonnement il est quasiment gratuit. Regardez ici, votre abonnement Casino Max offert pendant 1 an. C'est bien la preuve ultime que ce n'est pas l'argent reçu des clients qui s'abonnent qui vient financer la générosité que Casino met en face. Le deuxième élément, le deuxième étage dans cette fusée et dans cette générosité incroyable de Casino, c'est le 1 pour 1. Ben, c'est tout simplement, par moment, sur certains rayons, de promettre, comme vous le voyez ici, 10 € dépensés égale 10 € offerts. Les 10 € offerts l'étant en bon d'achat et venant en déduction des prochaines courses qui elles-mêmes auront généré un niveau de marge brute suffisant, évidemment. Vous l'aviez sur les arts de la table, vous l'avez sur le linge de maison, vous l'avez de temps en temps, et comme ici, sur les fruits et légumes. 10 € dépensés égale 10 € offerts, c'est ce que j'appelle le 1 pour 1. Troisième étage de la fusée, promettre l'invincibilité. Ça veut dire que dans le même temps où on met beaucoup de générosité sur la table,
on veut rassurer le consommateur avec des preuves tangibles, et c'est ça l'intérêt de la démarche, que oui, Casino est finalement le moins cher. Sous-entendu, Casino est à la fois le moins cher et le plus généreux. Et donc évidemment, quand vous avez face à vous une enseigne qui est et la moins chère et la plus généreuse, pourquoi résister? Alors l'invincibilité, c'est ces opérations-là qui se font souvent sur des produits d'importation, notamment sur le DPH, les fameux approvisionnements parallèles. Plus bas, il n'y a pas, avec un engagement de remboursement de 20 fois la différence. Ça peut être aussi valable sur les produits frais. Vous le voyez ici, pendant ce week-end-là, les oranges à jus étaient à 83 centimes le kilo, ce qui objectivement est du jamais vu à ce moment-là. Donc ce prix-là était réellement imbattable. Plus bas, il n'y avait pas. On a les prix invincibles aussi. On avait sur du poireau à 1,39 €, ce qui était un excellent prix à ce moment-là. Casino le fait aussi souvent sur le vin, parce que sur le vin, il y a un intérêt, c'est qu'avant de retrouver le même château et, parce qu'évidemment, il faut les deux, le même millésime, c'est beaucoup plus difficile pour le client. Donc promettre l'invincibilité quand on n'est pas comparé ou pas facilement comparé, c'est évidemment une bonne stratégie et ça participe à ce troisième étage de la fusée qui est Casino veut apparaître comme invincible. Quatrième élément, quatrième étage de la fusée, utiliser une marque qui a une excellente image prix, c'est Leader Price. Et donc Leader Price est désormais excessivement visible dans les magasins Casino. Il y a souvent des corners, où vous le voyez ici, des allées complètes qui sont réservées aux produits Leader Price. Tout ça étant pour améliorer l'image prix du magasin dans lequel se trouve le consommateur. Et puis enfin, parce que c'est là où l'imagination de Casino est objectivement sans limite, c'est ce qu'on va appeler les coûts symboliques avec une mécanique derrière sous la forme de ce qu'on appelle une prime autopayante. Ça veut dire que le cadeau que l'on vous fait, c'est en réalité vous qui allez le payer. Je m'explique. Avec probablement la meilleure idée de l'année de Casino en la matière, c'est de promettre que le carburant valait 70 centimes. Sur une année où le carburant était cher, évidemment, ça crée de l'intérêt et de l'attention. Eh bien, en réalité, vous payez à la pompe le prix normal et Casino vous donne en bon d'achat la différence entre le prix à la pompe et 70 centimes le litre, le bon d'achat étant évidemment à dépenser sur une période de temps limitée sur un panier minimum, de telle sorte que la marge brute qu'il y a sur le panier que vous allez refaire va venir financer la générosité de Casino. Ça a été valable sur des tas d'autres produits. Par exemple, vous voyez, en août, toute la boucherie et toute la poissonnerie revenaient à 5 € le kilo en remboursement de la différence en bon d'achat. Casino, pendant l'été, avait remboursé le péage des automobilistes en bon d'achat. Casino, en début d'année 2023, c'était valable jusqu'au 2 janvier 2023, a remboursé le billet de train de ses consommateurs, là aussi en bon d'achat. Le point commun à chaque fois, c'est que Casino prend des produits ou des dépenses qui sont anxiogènes pour les consommateurs, le train, le péage, vous allez le voir après, l'énergie, vous le voyez ici, ou la téléphonie, et le rembourse en bon d'achat, ce qui place Casino dans une posture d'extrême générosité. On a eu aussi ça sur les fournitures scolaires, avec une mécanique là qui consiste à dire achetez tout ce que vous voulez à concurrence de 40 €, ça vous reviendra à 1 € symbolique, puisque je vous rembourserai la différence, c'est-à-dire au maximum 39 € en bon d'achat, valable dans le magasin, là encore pour un panier minimum. On a eu la même chose sur les produits Leader Price qui étaient tous annoncés à 50 centimes via le remboursement de la différence. C'est toujours la même mécanique. Et vous voyez que cette mécanique, non seulement elle peut s'appliquer à des tas de marchés, des tas de produits, des tas de peurs que le consommateur peut avoir quand on promet de rembourser le train ou l'énergie ou la facture de téléphone. Et bien évidemment, c'est quelque chose, encore une fois, je vous le redis, que le consommateur regarde avec attention parce que c'est objectivement intéressant. Voilà pourquoi c'était à mes yeux le pari de l'année, la transposition d'une politique commerciale classique en non alimentaire où on vend d'abord de la générosité avant de vendre un prix, de la transposer à l'alimentaire où jusqu'à présent on n'avait quand même plutôt pas eu l'habitude de cette générosité-là avec des prix qui à la base étaient d'ailleurs beaucoup plus bas. C'était 2022. Merci d'avoir suivi cette rétro-conso de l'année, le but étant tout simplement d'éclairer le chemin du commerce et de la conso pour l'année qui vient, 2023. Ça sera 2023. Merci.